Et restez avec nous évidemment car ce soir il y a une surprise. Nous allons recevoir donc en direct Madame Loubaba El-Alej, Madame Loubaba El-Alej, qui est une artiste peintre, on l'adore. Parmi ses livres qui sont en cours figurent la liberté et l'art, l'imagination et l'art, la mémoire et l'art, le bonheur et l'art, le rêve et l'art, le désert et l'art, manifeste lyrique. Alors Loubaba El-Alej, vous la connaissez, c'est une artiste de grand talent, nous allons la recevoir dans quelques instants. Elle a participé donc le 8 mars à la Journée mondiale de la femme. L'exposition donc de cette artiste peintre Loubaba El-Alej que nous adorons, intitulée De l'ombre à la lumière, et a été elle a exposé à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et célèbre différents modèles de femmes ayant brillé à différentes époques par son engagement afin d'affronter les défis et les idées reçues qui les emprisonnent, évidemment, ces femmes. Lors de la présentation de son exposition dont le vernissage a eu lieu jeudi dernier en marge de la conférence constitutive de la Ligue des écrivaines, je dis bien écrivaines, autrices africaines, l'artiste s'est réjoui de célébrer des femmes innovantes et actives dans leur société, spécialement celles ayant consacré leur vie à la lutte contre les injustices dont elles ont été victimes afin de porter la voix des femmes à participer à leur sortie de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire de l'inconscience à la conscience et de la grotte vers la lumière. Et bien sûr, son travail est extraordinaire. Elle a donné une interview donc à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP. Madame El-Alej a précisé que cette exposition qui se poursuit jusqu'au 20 mars, allez-y, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, intervient afin de contribuer à la promotion des revendications des femmes et à la mise en lumière de leur participation dans le processus de développement civilisationnel, angle souvent négligé en faveur des hommes. Et j'adore ce texte, il a été écrit par notre ami Abdallah Cheikh, j'adore Abdallah Cheikh. 21h05 sur les ondes de Chaîne Inter, sans plus tarder, une plage musicale et on vous revient dans un instant. Voilà, sans plus tarder, nous allons vers Madame Loubaba El-Alej. Madame Loubaba El-Alej, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, madame? Ça fait plaisir de vous avoir. Moi aussi, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous revoir, madame, parce que nous savons que vous avez un coup de pinceau assez extraordinaire. Et en plus, vous luttez pour, pas la liberté, parce que vous êtes déjà libre, mais pour les droits de la femme. Pas la liberté, parce que la liberté, vous l'avez maintenant. Et j'aime bien le mot, bien entendu, ça fait plaisir. Alors, comment s'est déroulée cette exposition, Loubaba El-Alej? Réellement, très très bien. Je tiens d'abord à remercier vous d'abord pour cette invitation. Non, ensuite, ça fait plaisir. La Ligue des écrivaines du Maroc, présidée par l'écrivaine Badia Arrabi, d'avoir initié mon exposition individuelle de l'ombre à la lumière dans le cadre du congrès exécutif des écrivaines d'Afrique. Alors, pour la première fois que j'expose à Rabat, la ville des Lumières, mes tableaux qui illustrent mon livre Les icônes de la plasticité au féminin, préfacé par le chercheur El-Assed Hassan et l'écrivain journaliste Khalil Al-Raif. Alors, quand vous parlez d'icônes, les icônes, c'est les femmes qui ont marqué l'histoire. C'est ça? Oui, bien entendu, ce sont surtout d'abord des artistes. Qui sont exemplaires. C'est une anthologie, donc j'ai fait des choix de femmes personnelles qui m'ont touchée. Et c'est mon hommage à des artistes de femmes à l'universel, un espace au féminin, de l'ombre à la lumière. Alors, je vous laisse continuer, madame. Ma plume a écrit l'histoire de cet hommage et mon pinceau l'a peint. Mes deux anthologies, parce qu'il y a aussi le deuxième volet qui sont les Dames du Monde, qui sont des femmes exemplaires et des mythes, sont donc consacrées à ces femmes exceptionnelles, qui sont des exemples pour les générations futures.
Femmes qui sont audacieuses, résistantes et tenaces, elles ont pu briser les chaînes du destin, éloigner les frontières, rénover les obstacles, résoudre les contradictions. Elles ont refusé de s'incliner et de mourir en victimes. Sortir du rôle mineur, on les a forcées à être. Ces femmes se sont élevées contre le racisme, les dominations de toutes sortes. Elles ont brisé l'image de la femme objet, acculée à n'être qu'une femme au foyer, sans droit à la parole et ni à la liberté d'être. Comme vous le savez, Monsieur Mashrafi, rien ne leur était dû. Un combat perpétuel contre les oppressions. L'art fut donc leur sauveur. Il leur a permis de récupérer leur juste place. Il les a fait sortir de l'ombre vers la lumière. C'est elles qui ont initié le voyage de l'émergence. Grâce à leur courage, elles ont pu atténuer le rapport de force par la douceur et la persévérance du féminin sacré, qui signifie pas de violence contre la violence. Ceci mue et lâche, c'est comme le serpent qui mue et lâche sa vieille peau. C'est comme la chenille qui se transforme en papillon. C'est comme le sphinx qui renaît de ses cendres. Alors dans mes icônes, il s'agit de 11 immortels, Shaïbia, Myriam Méziane, Zahra Ziraoui, Zaha Hadid, Baya, Artemisia, Elisabeth Vigée-Lebrun, Sonia Delaunay, Camille Claudel, Niki de Saint-Phal, Frida Kahlo, Cindy Sherman pour les contemporaines, Yoya Ikuzama, Wengishi Mutu, Shoren Choukbas, Nisa et enfin Yann le Toumlin, qui est une nonne tibétaine. Donc c'est encore une autre expérience de femme à la fois artiste et mystique. Ensuite, il y a mon deuxième volet. Qui concerne les dames du monde. Alors, ce sont des déesses, des reines, des femmes de pouvoir. Nous avons Isis, la déesse de l'Égypte antique, la Vierge Marie, Emiko, la japonaise reine du Yamata, Nefertiti, très connue, la reine d'Égypte, qui n'a pas livré tous ses secrets. Et en Afrique, nous avons Kimpavita, qui est une étoile révolutionnaire du Congo. Elle a été la fondatrice et dirigiste du mouvement antonioniste. C'est un mouvement religieux chrétien. Alors, sous l'anarchie portugaise, elle a réunifié son pays et l'a sorti de l'esclavagisme. Donc, c'est une femme extraordinaire. Malheureusement, elle termine sur le bûcher. Anzinga, reine de l'Angola aussi, grâce à elle aujourd'hui, les femmes ont accès aux postes de l'armée, du gouvernement, de la police et des affaires sociales. Elle a fait plier les adversaires. Ensuite, ma chouchoute, on va dire, mais on en parlera, je pense, dans un autre volet, c'est Maya Angelou, la femme phénoménale. C'est une afro-africaine qui a vécu toute sa vie aux États-Unis. Pour le volet arabe, nous avons Zalqali Amama, nous avons Zenobi, la fière, la reine de Palmyre. Nous avons Fatima Al-Fihriya, la fondatrice de l'université Al-Qarawiyyin, évidemment. Voilà, notre si bien aimée, toutes les Marocaines l'adorent. Fatima Al-Medinsiya qui on va parler d'elle certainement, mais on n'a pas besoin, tout le monde la connaît. Saïda Al-Hurra qui a libéré Tétouan. Et Nezbaouia, la reine de Marrakech. Voilà pour mes deux volets. En ce qui concerne cette exposition, c'est pour la première fois que j'ai pu donc exposer 42 tableaux sur les icônes et les dames du monde. Alors, Madame Loubabalal, je vais vous demander votre permission. On veut que toutes les années, chaque année, sur la bonne réponse, on puisse donner un tableau de peinture de Loubabalal en donnant donc le prix Loubabalal de la bonne réponse. Est-ce que c'est possible? Alors, écoutez, pour le moment, étant donné que... chaque année, une fois tous les ans.
Non, je sais, mais je voulais simplement vous dire que pour les tableaux, pour le moment, ils font partie de certains voyages et événements par rapport à des vernissages. Je vous parle pas de maintenant, je vous parle de janvier prochain. Ah oui. Janvier prochain. Ah oui. Alors, d'ici là, Inch'Allah, mais sinon, déjà, je peux donner les livres. D'accord. Ça, les livres, je sais que vous allez les donner parce qu'on va les offrir aux auditeurs parce que je sais que vous êtes une dame, une grande dame. Et que cette journée mondiale du 8 mars dernier, vous avez fait énormément de choses et vous faites énormément de choses depuis plus de 20 ans et vous faites du travail extraordinaire et que vos toiles de peinture sont sont extraordinaires parce que les gens ne les connaissent pas. Vous exposez donc à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Et j'espère que tous les auditeurs vont aller demain à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc jusqu'au 20 mars. Voilà. Inch'Allah. Alors, vous exposez, vous avez mis plusieurs toiles de peinture, là. Et ça fait plaisir à Madame Louba Belhadj parce que j'ai vu certaines de vos toiles qui sont magnifiques, avec une brillance incroyable, une brillance et de la lumière vous passez effectivement. Alors on peut descendre de la lumière à la non-connaissance et de la connaissance et de l'ombre à la lumière. Exactement, parce que l'une et l'autre signifient dans la dualité de cette incarnation. Voilà, et on a l'impression, lorsqu'on voit une de vos toiles qui est magnifique, Diel Marid d'ailleurs, celle du 9 au 20 mars 2023, c'est comme si c'était, vous savez, une bougie, et on passe de l'ombre à la lumière et de la lumière vers l'ombre, et vous ne mettez pas dans vos toiles de frontières. Il n'y a pas de frontières chez vous. Tout à fait, oui, parce que justement c'est une ouverture sur l'homme universel. Alors, et la femme d'Ibn Arabi. Voilà, Ibn Arabi, oh là là, c'est pas possible. Oui. Là, vous m'avez mis. Vous êtes née à Fès, Madame Louba Belhadj. Oui. On ne peut pas donner mieux que de naître dans une ville, la ville des Lumières, la ville aussi culturelle et cultuelle. Parce que aussi dans vos toiles de peinture, on trouve le soufisme, la culture et le cultuel. Oui, bien entendu, le soufisme, c'est un volet très important parce que je pense que aussi, là, c'est mon point de vue, nous sommes venus sur cette terre pour retrouver l'unité et notre Dieu créateur. Voilà. Alors, vous avez parlé de femmes aussi qui ont été violées, des artistes qui ont été violés, des artistes qui ont été brimés par les grands artistes, d'ailleurs. Vous avez parlé de Camille Claudel. Oh là là, c'est extraordinaire quand vous parlez de Camille Claudel, qui a été pratiquement non seulement pas violée, mais elle n'a pas été violée, mais elle a voulu cela, mais elle a été mise à l'écart par l'un des plus grands artistes du monde. Rodin. Oui. Elle a été plus que violée, c'est différent. Elle a été violée psychiquement. Voilà, psychiquement, voilà. C'est pire que le viol physique. Voilà. C'est pas comparable, mais c'est terrible aussi. Voilà. Alors, vous avez aussi exposé, ce qui me fait plaisir, c'est que de l'ombre à la lumière, c'est deux femmes magnifiques, d'une beauté incroyable. Alors on a l'impression que vous les amenez d'Égypte, vous les amenez du Haut Atlas, vous amenez ces femmes d'Afrique, parce que sur leur cou, on a l'impression qu'il y a les femmes Maasai. Et la femme girafe. Voilà, c'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien entendu. Alors, pour parler par exemple, des femmes girafes, je vais vous parler de celle qui me vient, c'est Changetui Motu. Oui. Elle, c'est une Kenyane. Oui. Justement, le pays des femmes girafes. Voilà, exactement.
Et elle a une particularité, c'est qu'elle travaille à New York pendant très longtemps. Elle a fait les beaux-arts. Et la femme est sa cause. Justement, c'est le sujet du jour. Elle veut libérer les femmes des violences subies. Et surtout, ce qui ne lui plaît pas à elle dans son expérience, c'est l'érotisation du corps. Voilà. Elle interroge l'identité et le rôle du féminin. Elle dénonce toute domination. Ses œuvres s'exposent dans les musées du monde entier. Le racisme anti-noir est sa plaie. Et il devient son thème récurrent. Et d'ailleurs, Léopold Sédar Senghor, que vous connaissez très bien, bien le sûr. du Sénégal. L'homme de la négritude. Et en plus de ça, l'académicien. Oui. Eh bien, il a dit que les racistes sont des gens qui se sont trompés de colère. Et d'accord. Et la vie, c'est comme un piano. Il y a le noir et il y a le blanc. Mais il faut savoir jouer des deux pour faire une belle mélodie. C'est pour ça qu'il a créé donc sa philosophie de la négritude. La négritude, c'est-à-dire entre le noir et le blanc, blanc d'ébène. Et quand on dit blanc d'ébène, c'est une merveilleuse histoire d'amour entre le noir et le blanc. Mais Léopold Senghor, c'est un homme qui hausse l'Afrique par ce qu'il est. C'est un homme extraordinaire. Alors oui. Allez-y. Alors, c'est Driss Katir a dit de vous, l'artiste Loubab El Alej a choisi de soulever cette problématique, celle de la situation de la femme dans le monde entre l'ombre et la lumière, avec toutes ces références artistiques, politiques et historiques. L'artiste a travaillé sur son œuvre avec la minutie et la rigueur d'un arsenal épistémologique profond et nous a offert une œuvre artistique qu'on ne peut lire que d'une manière similaire à la manière taoïste, à savoir apprendre à trouver la voie qui mène à l'union et à l'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. D'ailleurs, la traduction a été faite par Ayoub Aqil et Mustafa Mounir. Oui, c'est ça. Et c'est ça mon propos. Et justement, les dames du monde diffèrent des artistes de Zékone parce qu'elles sont d'abord des mythes, elles sont des exemples. Qudwa wa Mitel, comme on dit en arabe. Oui. Nous avons Isis, la déesse antique de l'Égypte, qui est d'abord aussi, elle me plaît parce que c'est une histoire d'amour. Le pharaon Osiris était jalousé par son frère. Il l'a comploté et ensuite il l'a tué et jeté dans le Nil. Alors Isis, par amour et l'aide de sa sœur, vont aller récupérer tous les morceaux dans le Nil pour ramasser sa sépulture pour qu'il parte en paix vers son créateur. Alors, Loubab El Alej, on va rester très simple tous les deux ce soir. Ça me ferait plaisir. Alors, Loubab El Alej, vous êtes né dans la ville de Fès, bien sûr, la ville aux mille et une sources. Parce que quand on entre Menbab Boujloud et qu'on descend lorsqu'on descend dans cette Médina qui est une splendeur, la plus belle splendeur du monde, vous m'avez parlé de Fatima El Fihriya, mais vous avez oublié une autre femme, c'est Mariam El Fihriya qui était sa sœur, qui elle a construit la mosquée et Fatima El Fihriya a construit l'université. Et ce que je voudrais, c'est que vous rendiez hommage à Mariam El Fihriya aussi. Alors, ce sera avec un grand plaisir. Dans mon prochain livre, je ferai ça. En tout cas, déjà, Fatima El Fihriya, elle vient de Kairouan, donc c'est une Tunisienne. De Kairouan, oui. Et elle a choisi Fès, notre ville natale. Elle a fondé l'université El Qarawiyyin. Exactement. C'est une femme de foi, d'abord. Exactement. Elle rentre dans les immortels et aux yeux des Marocains, elle est la Marocaine qui est venue leur apporter la lumière.
Elle est d'abord pleine de bonté. C'est une femme d'abondance. Elle a hérité de son père et de son oncle. Ouais, Abdallah voilà. Et elle a mis au monde deux fils. Et elle est au service du bien. Donc c'est une femme mystique. Et ce qui est extraordinaire, c'était une femme qui était une femme de connaissance. Parce que comme elle n'avait pas le droit d'entrer à la mosquée, elle se cachait derrière les poutres de la mosquée pour écouter les ulama. Les ulama parlaient de science, de nature, et elle a appris énormément de choses. C'est ce qui fait de la femme marocaine une grande femme, avec un grand F. Oui, bien entendu, et c'est justement cette attitude qui fait le savoir. Et cette femme, vous m'avez retiré de la bouche, elle est associée à la connaissance. Elle ne cherche pas le pouvoir. Non. Elle aide d'ailleurs les femmes de son entourage à fonder des mosquées qui vont devenir des médersas avant de devenir des universités par la suite. Voilà, exactement, madame. Et Fatima El Fihriya, elle a voulu sortir la femme du mépris des harems. Voilà. Elle est très généreuse, protectrice, et elle laisse juste un patrimoine équitable. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, non seulement a contribué donc à la construction de la mosquée de l'université de Qarawiyyin, et elle est venue de Qayrawan, elle est sur le Qarawiyyin. Sa sœur Myriam a construit la mosquée, évidemment. Mais ce qui est extraordinaire, c'est elles ont été toutes les deux à l'origine de l'artisanat et de l'art, tout ce qui est... Voilà. Oui, mais c'est merveilleux. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a plusieurs artistes aux Dames du Monde qui ont leurs sœurs qui viennent au secours. donc, c'est les femmes de l'ombre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'était une belle femme. Il faut appeler un chat un chat parce que l'histoire raconte cela. C'était une très belle femme, comme sa sœur était une très belle femme. Oui, j'ai vu des portraits, c'est vrai, mais ce sont des femmes non seulement belles de l'âme, mais belles d'esprit. Voilà, et je voudrais aussi quand même, puisque le temps est compté, parler de Saïda Al-Hurra. Saïda Al-Hurra qui est née à Chefchaouen et qui a été la reine de Tétouan durant 30 ans. Madame Lobaba, vous avez le temps. Vous avez le temps. Ah d'accord. On ne va pas vous couper. Alors, c'est une femme tenace et persévérante, comme toutes mes héroïnes. Et elle a été nommée la femme libre, brillante. Elle lutte contre les Portugais qui occupent Ceuta à l'époque. Elle ne s'incline devant aucune autorité. Elle a été très marquée par la perte du royaume de Grenade et de l'exil qu'elle a vécu. Elle s'est alliée avec là c'est amusant, avec le corsaire turc connu sous le nom de Barberousse. Ils ont entrepris des actions punitives contre les Espagnols et les Portugais. Voilà. Mais malheureusement, comme dans tout ce genre d'histoire où le pouvoir est là, c'est son beau-fils qui va la renverser du pouvoir et la dépouiller de tous ses biens. Alors, ce que j'ai aimé dans votre exposition, chez les écrivains, les écrivaines et les artistes, vous n'avez pas oublié Chehaibiya. Et ça, j'ai adoré chez vous que vous n'avez pas oublié Chehaibiya. Je ne peux pas oublier Chehaibiya. Parce que beaucoup de gens pensent que Chehaibiya, c'est l'art, ce qu'ils disent naïf, alors que c'était l'art moderne. Et vous le savez très bien qu'on dit l'art moderne avec Chehaibiya. Oui, bien sûr. Et son fils nous a quittés il y a 2 ans, mais je vous assure que... C'est un ami. C'était un ami aussi à moi, un ami à Abdallah Cheikh aussi. Et nous allions le voir, et aujourd'hui on ne se voit plus parce qu'il n'y a plus aujourd'hui le fils de Chehaibiya. Mais vous avez mis Chehaibiya et j'ai adoré que vous mettiez Chehaibiya. J'ai adoré. D'ailleurs, je l'ai intitulé Entre sacrifice et grâce, parce que cette femme noble et qui venait d'un petit milieu, elle s'est sacrifiée pour élever son fils. Voilà. Avant la révélation artistique, et lui, à son tour, s'est senti obligé de se sacrifier pour être l'ombre de sa mère
pour la mener à son apogée. Voilà. Et l'accompagner dans le monde entier. Et ça, c'est merveilleux. C'est l'amour d'une mère vers son fils et d'un fils vers sa maman. Voilà, exactement. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne s'est jamais marié. Et c'est un homme qui était d'une bonté incroyable. Je l'ai vu avec Abdullah Cheikh. On est parti plusieurs fois chez lui. Il avait la main sur le cœur. C'était un homme, il faut appeler un chat, un artiste de talent. Et ce qu'on a oublié, c'est qu'on a mis en exergue Chaibia, mais on a oublié aussi son fils. Oui, ça. Parce qu'il était très au féminin. Oui. Ces toiles de peinture, c'était très au féminin. Il a mis en exergue la femme. Oui, j'ai vu aussi. J'aime beaucoup ces clowns. Oui. J'ai beaucoup aimé certains de ces tableaux, effectivement. Et Chaibia, ce qui me revient à la mémoire maintenant, elle a dit que le monde est cruel et à la fois beau. Je l'aime. J'ai reçu ses cadeaux. Mon cœur est en joie. Et alors, Marc de Gouvelin a écrit L'Arbre. C'est elle qui a été inspirée et c'est lui qui a fait l'écriture parce que elle ne pouvait pas écrire. Ouais. Alors, Chaibia a décrit la graine en processus des vues. Ouais. Et elle a dit que devenir arbre, l'arbre offrira à son tour des racines à la terre. En lisant ce poème, j'imagine les liens qui s'échangent, le donner et le recevoir. Et on va dire que Chaibia, ça représente ça. Voilà. Vous savez, Madame Loubab Al-Alej, ce que disait Feu Sa Majesté Hassan II, Allah yarhamou, al qabr diallo, il disait Chaibia est la seule ambassadrice qui a mené le Maroc dans le monde entier. Et vous savez, je suis d'accord avec notre cher défunt roi Hassan II, parce que il y a effectivement diplomatique dans notre pays et elle était très bien reçue par les autres pays. Notre pays. Voilà, ils admiraient qu'une femme venant de Maroc, parce que vous savez, même certains pays ne savent pas où est le Maroc. Et ce qui était extraordinaire, c'est que elle a été au Japon, elle a été en Corée, elle mettait le kaftan marocain, le kaftan maghribi. Oui, je suis d'accord avec elle. Parce que là, elle vivait en ambassadrice. Alors maintenant, il y a aussi une femme qui m'a touchée, c'est parce que j'aime les histoires d'amour aussi. J'adore, moi aussi. Ennat Zaouia, la reine de Marrakech, qui a fondé cette merveilleuse ville, et qui a régné aux côtés de son époux Youssef Ben Tachfine. Oui. Alors, grâce à elle, les princesses de cette époque ont été autorisées à participer aux affaires, parce que ça ne se faisait pas avant, aux affaires politiques. Donc c'est un grand pas pour les femmes. Elle a changé la condition féminine. Alors, Madame Loubaba, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les femmes artistes et les grandes femmes, parce que chaque fois on me dit cette phrase, derrière chaque grand homme il y a une femme, mais moi je dis derrière chaque grande femme il y a un homme derrière. Je suis tout à fait d'accord avec vous, là, sincèrement, parce que, vous savez, par exemple, un écrivain, donc pour moi l'artiste c'est toutes les branches de l'art réunies. C'est un créatif, il est dans l'imaginaire et parfois dans la douleur du corps, parce que comme il est tellement dans l'âme et dans l'esprit, un inspiré, donc en définitive, même quand il sort des Beaux-Arts, hein, donc finalement il a besoin de quelqu'un de terre à terre pour lui faire tout ce qu'il n'aime pas. Alors Madame Loubab Al-Alej, quand vous peignez la douleur du corps, quand on peint la douleur du corps, est-ce c'est des ondulations, c'est des espèces de coups de pinceau assez ondulés pour que viennent des lumières de couleurs venir se cracher sur le corps de cette femme, et on peut dire c'est les douleurs du corps? Oui. Tout dépend de la personne qu'on a choisie. Je parle de vos peintures. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'ai peint le Christ.
Eh bien, le Christ, voilà, alors, j'ai peint aussi El Hallaj. Le Hallaj, oh là là, Et d'ailleurs, j'ai fait la comparaison entre les deux parce qu'ils ont été crucifiés tous les deux et sont allés au bûcher tous les deux. Et quand on parle de El Hallaj, je crois qu'il a été l'une des plus grandes figures de l'histoire du soufisme, à être monté sur une montagne et à dire « Je suis celui-là, j'ai les terres, j'ai les pieds sur terre. » Je suis Dieu, je suis la vérité. Je suis la vérité. Et je crois qu'il a aimé les femmes, il a aimé la femme. Oui. Dans sa poésie. Oui. Ah ben ça, je sais très bien que vous faites référence au poète parce que vous l'êtes déjà. Merci. Ça, je me souviens très bien. Alors, ceci rejoint l'écriture et la peinture parce que vous avez parlé de tableaux. Et donc, comme je suis écrivain aussi avec 21 livres à mon actif... Oui, je le sais, oui. Alors l'écrivain est souvent seul face au monde de ses personnages. Alors, parfois, c'est la douleur, parfois, c'est la joie, pour répondre à votre question précédente. Et il voyage dans les univers. Mais par contre, l'écriture va le transformer par étapes, parce qu'elle est une vraie communication avec l'autre et avec soi. Et je dirais que l'artiste écrivain, comme l'artiste peintre, est celui qui a la capacité d'emporter, de transporter les autres dans son propre monde, pour les inviter à le questionner. Oui. Mais aussi, c'est celui qui leur permet de s'oublier, de déposer leur fardeau quotidien et de se mettre à nouveau à rêver. Et ça, c'est mon message personnel, parce que ce monde cruel a besoin d'un grain de folie pour un peu trouver du bonheur. Alors pour ce grain de folie, Madame Louba Balaj, pour ce grain de folie, lorsqu'un peintre comme vous, parce que vous êtes une grande peintre, une femme, une écrivaine, une peintre de talent, et ça je le reconnais. Merci. Lorsque vous peignez et que lorsque vous donnez un coup de pinceau, je suis sûr que vous allez au-delà, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire la profondeur, et vous allez au-delà, c'est-à-dire dans les cieux, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez, et à partir de là, sur la toile, il y a des choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe chez vous quand vous faites cela ? Alors, ce qui se passe d'abord, je trouve que ces deux arts qui sont les miens, par la grâce de Dieu, ils permettent d'arriver à une vérité insondable et profonde. Comme vous avez dit, nous rejoignons en contemplation notre Dieu créateur. Voilà. Et donc, c'est un moment sublime parce qu'à la fois, c'est notre voix avec un X rejoint la voix avec un E. Donc, cet artiste est contemplatif et mystique. Et l'écriture peut dénoncer toutes les horreurs. La peinture montre, donc ce sont des alliés indiscutables. L'écriture, comme la peinture, c'est la culture et le plaisir. Alors nous passons, les artistes, et tout le monde sait ça, de la douleur à la joie. Alors, Madame Louba Balaj, comment peut-on passer du zlij le soufi sifa, le zlij le maghribi, le fassi, et comment peut-on passer du zlij qui est mathématique, qui a une mathématique extraordinaire, c'est rigoureux, et on passe à votre liberté. Cette liberté qui est sur cette toile de peinture. On passe de quelque chose parce qu'il faut vivre à Fès pour pouvoir passer sur une toile de peinture. Est-ce que c'est plus simple ou c'est plus difficile ? Non, je pense que ça n'est pas plus difficile. Je crois justement que je lis, c'est géométrie. Vous savez, quand on voit la géométrie, on ne peut pas. On voit le cosmos, on voit toutes les galaxies. Oui. Donc, en définitive, on rejoint encore une autre fois la mysticité et le Dieu créateur. Et cette peinture, comme cette écriture, ce sont des œuvres qui sont intimement liées. Et donc, le pinceau qui peint les formes et les couleurs,
et l'effet d'imager dans l'un et de l'autre. Moi, je décris personnellement mon amour de la vie, celle qui m'émerveille comme un enfant éternel qui danse son âme. Et ça, c'est l'artiste qui peint pour le plaisir d'abord et pas pour autre chose. Et qui se permet de communiquer sa vision, d'amener l'invisible au visible parce que sa vision est souvent inspirée aussi parce que c'est son imaginaire. Oui. Et de mettre le point sur l'irréel et le réel. Et aussi la possibilité de transmettre la poésie. Et parce que pour moi, les poètes sont toujours là, même derrière le rideau. Et en faisant sortir de la guerre, duel, et rêver, c'est songer sa perspective. Et ça, c'est ce que nous aimerions que les autres trouvent dans nos livres ou dans nos peintures. Ce que j'aime chez vous, Madame Loubabalal, c'est quand vous n'avez pas de texte, vous êtes extraordinaire. Alors, nous allons passer, là c'est l'avant-dernière question, nous allons passer du sentir au sensuel. Alors, le sensuel, alors je vais vous donner une image. Oui, d'accord. Vous êtes avec moi, nous descendons à nous descendons à Fès ou alors à Meknès, dans une médina, et nous passons à côté d'un farnaci, un enfourneur qui va mettre le pain donc à cuire. Il y a la mosquée, il y a le hammam, et on sent le brûler du bois. Oui. On sent la sueur du pain, de la levure. Et on sent les murs, lorsqu'on chevauche les petites ruelles de la ville de Fès. Et tout d'un coup, on les retrouve dans vos toiles de peinture, chez ces deux femmes. Ces deux femmes, j'ai essayé de sentir leur cou, le cou, c'est-à-dire le cou, ainsi de suite. Oui. C-O-U, le cou. Hein. Et j'ai senti une sensualité, j'ai senti à la fois la levure, à la fois la brûlure, le bois en train de brûler, à la fois le hammam et à la fois l'appel à la prière. Oui, tout à fait. Tout cela se retrouve dans nos sens. Déjà, nous avons 5 sens de commun et de visible pour tout le monde, c'est-à-dire la vision, ce qu'on voit. Il y a ce qu'on sent, l'olfactif. Et ces odeurs, et Fès est particulièrement pour ça, parce qu'il y a les teinturiers, il y a le pain qui chauffe encore au bois, et donc l'odeur vient à nous. Et il y a aussi l'ouïe, bien sûr, on sent le bruit des dinandiers. Alors non seulement on sent les bruits, mais si c'est quelqu'un de très sensible, il va entendre des sons. Moi, je vais entendre de la musique, une symphonie. Voilà, parfaitement. Voilà. Oui, je vous laisse terminer, madame. Oui, je vous en prie. Je vous laisse terminer, parce que vous dites tellement de belles choses que j'ai pas plus envie de... Donc, quelle question est-ce que vous voulez que je vous parle de mon livre Oui, vous allez me parler de votre dernier livre, et après je vais vous poser la dernière question. D'accord. Votre dernier livre, il s'intitule ? Il s'intitule L'amour et l'art. Oh là là, ça fait plaisir. Oui. Alors, je l'ai récemment publié. Donc, L'amour et l'art, il est préfacé d'abord par le chercheur Claude Malin et par le critique littéraire Mustapha Ennahel. On le remercie, on l'embrasse. Nous le saluons. Alors, c'est un livre qui comporte 6 volets. Oui. Le premier, c'est le mythe de l'amour, donc je parle de tous les mythes depuis l'Antiquité. Et ensuite, le cœur est le maître de l'amour, donc ne l'oublions jamais. L'éloge, je fais l'éloge de l'amour inconditionnel, même si je parle des autres formes d'amour. Et à la recherche du Dieu vivant, automatiquement l'amour mène à Dieu, donc la multiplicité nous ramène pour l'unité. Oui. Il y a ce que je déteste le plus au monde, c'est-à-dire le sacrifice. Je pense que les personnes qui se sacrifient n'ont rien compris à la vie, parce que c'est dans la liberté de deux êtres que l'on peut trouver l'union et bien d'autres choses. Donc à partir du moment où l'un ou l'autre se sacrifie,
quelle que soit la cause, il y a une abnégation qui est absolument une chute de l'âme. Et une mélancolie qui va s'installer là à la place de l'amour. L'amour de l'art et aussi l'art de l'amour. Et là, on rejoint les Japonais avec leur fameux livre sur la sensualité. Et j'avais oublié de vous dire tout à l'heure que justement tous les sens, finalement, nous ramènent vers la sensualité. Et la sensualité peut être totalement dans l'innocence et la pureté. Voilà. Madame Loubaba Lalej, vous exposez demain, vous exposez jusqu'au 20. Jusqu'au 20, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. On va demander à tous les Marocains d'aller vous voir parce que vous êtes incroyablement extraordinaire. Eh bien, je serai honoré par tous les Marocains qui voudront voir. Je vais conclure par cette phrase. J'irai sur le cou de ces deux femmes, sentir, humer leur odeur, leur sueur. Je sentirai le santal soit-il. Ce sera tout simplement l'odeur d'un parfum. C'est magnifique. Et moi, je vais conclure avec le souffle de l'âme, qui est dans mon livre L'amour. L'amour porte ses contraintes mystiques, psychologiques et biologiques. Il a ses sources, il a ses codes, il a ses règles. Malheureux qui les enfreint. Il est le souffle de l'âme. C'est la rencontre. Il se déclenche d'un regard. Il peut résulter d'un long terme. C'est un don réciproque. Il déteste le sens unique. Refroidi, il repart là où il est né. L'amour est un risque. Il a sa vérité. Il se meurt avec la peur. Alors, je me mettrai à genoux devant vous, madame. Oh là là. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous embrassez Abdullah Cheikh pour nous. Avec un grand parce que c'est un monsieur que j'aime beaucoup, qui a fait énormément de choses depuis plus de 30 ans pour l'art. Et vous faites énormément de choses pour les femmes. Je vous embrasse très fort, madame, très très fort. Est-ce que, si vous me permettez... Oui, vous pouvez y aller. Il y a, toujours dans ce livre, j'ai parlé de l'art par rapport à l'amour. Oui. Alors, l'œuvre d'art, l'amour peut être désamour. Les arts dans la poésie s'exaltent. Il se fixe sur les personnes. Il aime les mythes. Il est Ulysse et Pénélope. Il est Osiris et Isis. Il adore les déesses et les dieux. D'eux, il se régénère. Il stimule et relie. Relier ce qui en nous se disperse. Il rassemble même les opposés. Il rassure nos doutes. Il détruit nos incertitudes. Il n'est pas une théorie, c'est une communion. Il a des sensations transcendées. Il est l'œuvre d'art. Madame Loubaba Lalej, c'est une très très bonne conclusion. Oui. On vous aime énormément. Un jour, vous viendrez au studio parce que c'est incroyable. Vous êtes incroyable. Tabarakallah alika Sharifa, ça fait plaisir de vous avoir. Et vous me donnez envie d'aller sur la ville de Fès, d'aller revisiter plus de 25 ans. Pendant 25 ans, j'ai visité la ville de Fès, d'aller la revisiter. Et puis d'aller en deçà de la ville de Fès, pas au-delà, en deçà, c'est-à-dire sur ces 1001 sources, comme nos veines partent sur la main. Oui. Vous le savez, nos veines. Oui, vous savez, Fès, c'est... Ainsi coule le sang, ainsi coulent les ruisseaux et les petites et les rues en deçà de la ville de Fès. C'est comme ça que vit la ville de Fès. Oui, c'est une ville merveilleuse, mais n'oublions pas que le Maroc a vraiment des coins extraordinaires. Ah oui, bien sûr. Du nord à l'Gouira. Exactement. ماشي غير من القويرة وداك الشيء حتى الصحراء الشرقية إن شاء الله. Oui. Merci Lalla Sharifa, ça fait plaisir de vous avoir et j'espère que vous allez nous envoyer vos livres parce qu'on voudrait les offrir. Oui. Vous voulez, oui, bien entendu. Je vais vous envoyer donc l'amour que vous ne connaissez pas. Ouais, parce qu'il y a 3 gagnants. Vous pouvez offrir 3 livres ou alors 6 livres ou alors tout ce que vous voulez. Vous êtes libre, madame. Vous êtes libre, madame. Ça sera un plaisir. Allah hafdaka Sharifa. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir.
Il est 21h52 sur les ondes de Chaîne Inter. C'était Madame Loubaba Lalej, une grande artiste peintre. Oh, ça fait plaisir. Avec nous, Mounir Louardi pour la mise en onde, notre ami Mohamed Tijami pour la réalisation, votre serviteur Adib Mshrafi, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, une plage musicale et on vous revient dans un instant avec les auditeurs.